de la malédiction transgénérationnelle, mais il y a aussi des bénédictions transgénérationnelles. Il faut se le dire aussi. On a conscience qu'on a une famille dysfonctionnelle. Le fait de couper en fait les ponts nous coupe aussi de pouvoir trouver la solution. Nous avons appris à être fortes pour survivre. Aujourd'hui, nous apprenons à guérir pour vivre. Bonjour et bienvenue sur Une main tendue, notre podcast de motivation et d'inspiration. Ici, nous croyons en la force du lien, en la puissance du partage. Je suis Martha Shea, votre Yéma préférée. Salut Yéma, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bonjour productrice. Et si on s'est libéré de ce qu'on n'a jamais demandé à porter? Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la thérapie transgénérationnelle. Parce que figurez-vous qu'on est fait de ceux qui nous ont précédés. Et pour ce sujet, j'accueille la belle et la charmante Nathalie, ici au studio Finesse, qui a bien voulu nous prêter ses locaux une fois de plus. Bonjour Nathalie et bienvenue. Bonjour Yéma, merci pour l'invitation. Donc, je suis Nathalie, thérapeute en transmission transgénérationnelle. Ce que j'aime à dire, c'est que je reçois beaucoup de femmes qui arrivent chez moi en thérapie avec un sac invisible rempli de peur, de douleur et de responsabilités qui ne sont pas les leurs et qui freinent leur parcours. Et donc, je les accompagne à pouvoir conscientiser ça et s'en libérer. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Merci beaucoup Nathalie. Tu as évoqué un terme là qui a attiré mon attention. Thérapie transgénérationnelle. Tu peux nous dire un petit peu plus ce que la thérapie transgénérationnelle et à qui est-ce que ça s'adresse? Qui est concerné par ce sujet? Alors, la thérapie transgénérationnelle, en fait, c'est une thérapie qui a pour but d'aller explorer en fait son histoire familiale. Quand on parle de transmission intergénérationnelle, c'est le fait que c'est les liens et les transmissions conscientes et inconscientes qui se font avec nos parents, qu'on connaît de leur vivant, les grands-parents. Et le transgénérationnel, ça va concerner en fait la lignée des personnes qu'on n'a pas connues, mais qui forcément viennent nous influencer et nous impacter dans notre chemin de vie. Donc c'est ça le transgénérationnel. Et à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde en fait. Parce que comme j'aime à dire, il y a cette citation africaine pour dire « pour savoir où on va, il est important de savoir d'où on vient ». Exactement. Et quand tu parles de thérapie, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent te consulter, qui viennent te voir, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Quel genre de profil tu reçois en thérapie? En fait, je reçois des profils qui sont essentiellement beaucoup de femmes qui viennent me voir. Et quand la personne vient vers moi, c'est qu'elle a identifié en général qu'elle est dans des schémas répétitifs. Et ce qui se passe souvent, c'est que, en fait, la plupart des personnes qui viennent me voir, elles ont identifié en fait des schémas dans leur famille. Par exemple, je vais prendre un exemple de relations compliquées avec les hommes. Elles le voient, elles en ont conscience. Et en fait, même si elles se sont dit qu'elles ne vont pas reproduire ce schéma-là, il s'avère que dans leur vie, en fait, elles se retrouvent à faire le même processus que leur mère avant elles et leur grand-mère, en fait. Et c'est là où j'interviens pour vraiment permettre à ces personnes de conscientiser et de voir comment reprendre, en fait, le libre arbitre sur leur chemin de vie. Oui, en fait, comme pour dire que nous portons tous en nous les histoires des gens qui nous ont précédés, de nos ancêtres, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un décide de s'en libérer, en fait. Oui. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué les schémas répétitifs où on va reproduire certains fonctionnements de nos familles et notamment des femmes de notre famille. Il y a aussi, en fait, le corps qui parle. En transgénérationnel, on retrouve parfois des femmes qui ont des problématiques, notamment au niveau du fait de pouvoir tomber enceinte, des douleurs aussi au niveau du corps, etc. Et en fait, ça, c'est aussi parfois des manifestations de transmission comme ça inconsciente, des douleurs émotionnelles, voilà, du vécu de leur lignée féminine notamment. Donc les femmes sont plus touchées par les transmissions générationnelles comme ça ou... Non, ce n'est pas le fait que les femmes soient plus touchées que les hommes, mais en fait, moi, dans mon approche et dans le public que je reçois beaucoup de femmes. Et en tant que femme, j'ai plus, du coup, cette expérience et cette facilité-là aussi à pouvoir comprendre et accompagner les femmes dans ce cheminement-là. À quoi ressemble une thérapie? Si j'ai identifié que
je répétais des schémas un peu qui ne m'appartenaient pas. Oui. J'arrive chez toi en consultation, c'est bien Oui, ça, oui, hein, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment ça se passe une thérapie avec moi? La première des choses, en fait, c'est qu'on passe déjà par un rendez-vous qui nous permettent à chacune, en fait, de se découvrir et d'apprendre à se connaître. Parce que la thérapie, c'est une alliance, en fait, entre le thérapeute et la personne qui est accompagnée. Et il faut vraiment qu'il y ait une confiance et qu'il y ait aussi un alignement. Parce que les personnes que je reçois, c'est au-delà de la personne, il y a aussi tout un ensemble culturel, valeurs et religieux aussi que je prends en compte. Ça, c'est la force aussi de la double culture qui me permet vraiment d'avoir cette approche-là. Donc, tu veux dire que tu reçois beaucoup de femmes africaines? Oui, en majorité, ça va être des femmes d'origine africaine que je vais recevoir. Et donc, ce cadre-là est important pour pouvoir être en confiance et être accueilli pour qui on est dans sa globalité. Et du coup, cette problématique en fait, de femmes, on va la retrouver sur plusieurs communautés, avec un profil de la femme forte qui, du coup, doit vraiment prendre en responsabilité beaucoup de choses. Aussi, le fait d'avoir aussi comme ça des transmissions de la femme qui doit se faire discrète, savoir ne pas trop prendre de place, s'effacer. Et donc, du coup, on va avoir des profils de femmes qui vont avoir cette tendance-là à beaucoup donner et à ne pas savoir recevoir. Et ça se manifeste en fait dans différents domaines. Ça va être sur le plan amoureux, sur le plan financier, quand on parle aussi beaucoup de thématiques sur l'abondance financière, c'est aussi en lien en fait avec ces schémas de transmission qui font que dans la posture des femmes, il va y avoir en fait cette tendance-là en fait à se faire petite et à vouloir toujours être au service des autres, s'abandonner au service du coup de la famille, du conjoint, enfin de tout le monde en fait, et de s'oublier complètement. Comme quoi, nous les femmes, nous portons trop lourd et trop longtemps en fait, c'est ça? Oui. Les femmes portons trop lourd, trop longtemps, de génération en génération. Oui, la femme forte qui doit cacher ses émotions, qui doit rester à sa place. Et qui parfois prend la place du parent même. Quand tu dis rester à sa place, des fois, moi j'ai vu certaines de mes amies qui deviennent le parent de leurs frères et sœurs, pour plus tard devenir même le parent du parent. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans tes thérapies? Oui, tout à fait. C'est ce dont on parle en thérapie, on appelle ça la parentification. Ah, c'est un vrai terme. C'est un vrai terme, c'est-à-dire que en fait, c'est l'enfant qui va prendre le rôle du parent, à dissocier du fait que quand on est parent, on va donner certaines responsabilités à son enfant pour lui apprendre en fait à devenir autonome et à le préparer à devenir l'adulte qu'il deviendra. Mais quand en fait il y a vraiment un déséquilibre où c'est l'enfant qui va prendre en charge l'équilibre émotionnel du parent, parce que le parent et aussi sur le plan émotionnel, dépressif, etc. Là, on parle de parentification. Quand il y a des responsabilités, notamment de prendre en charge ses frères et sœurs, sur le plan administratif, c'est des choses qu'on va retrouver sur... Parce que le parent est absent en quelque sorte. Que le parent, en fait, n'assume pas son rôle, parce qu'un parent doit être en charge, du coup, de la protection émotionnelle de son enfant, de la protection affective, de la protection aussi matérielle. Et donc, quand lui-même n'est pas guéri de ses propres liens. Voilà, et c'est ça en fait. Et que quand on commence à travailler là-dessus, on se rend compte que le parent qui parentifie son enfant a lui-même été l'enfant d'un parent parentifié et sur plusieurs générations. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, que je dis souvent, de faire ce travail-là pour essayer de comprendre son parent et de comprendre aussi ce qui lui a été transmis, pour ne pas être dans le jugement vis-à-vis de son parent, mais plutôt dans l'accueil et le pardon. Il y a des cas de personnes qui, ayant vécu ce genre de situation que tu viens de décrire là, décident de couper le pont avec la famille. Est-ce que c'est une solution? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, je vais être franche avec toi, Yema. En fait, de mon expérience aujourd'hui et de mon vécu, je ne connais aucune personne qui a décidé de couper les ponts avec sa famille parce que oui, il y a des problématiques, parfois des situations très graves, et qui soit complètement épanouie. Je vais développer mon propos dans le sens où
En fait, en réalité, ce qui se joue, c'est que si on a conscience qu'on a une famille dysfonctionnelle, le fait de couper en fait les ponts nous coupe aussi de pouvoir trouver la solution en fait, et une solution qui soit pérenne. Parce que tout à l'heure, on l'évoquait en off, tu disais que ce qui se passe souvent, c'est que certaines personnes décident de dire « Ah ben moi, je vais faire l'inverse de mes parents ». En pensant que ça va être mieux, mais sauf que, en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'en voulant se couper comme ça de ses racines, en fait, ben, du coup, l'arbre ne pousse pas. Et moi, si je veux utiliser une image, c'est que nous sommes un arbre avec des racines, et certes, en fait, il y a des racines qui ont des blessures et tout. L'idée, c'est de venir les réparer pour que le fruit soit meilleur, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que la solution, ce n'est pas de se couper de sa famille. Parce qu'en réalité, la famille, c'est nos racines, en fait. C'est comme un arbre, comme tu l'as évoqué. Si l'arbre est coupé de ses racines, l'arbre est appelé à mourir. Mais qu'en est-il des cas tellement extrêmes où l'intégrité physique et morale de la personne est atteinte? Qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, dans ma posture thérapeutique, quand il y a des personnes qui ont vécu des choses très très graves où leur intégrité morale et physique a été atteinte au plus profond et que parfois c'est en lien du coup avec cette personne qui est censée nous donner de l'amour, nous apporter tout ce qui nous permet d'être une personne épanouie dans ce monde. En fait, à chaque fois, moi, j'accueille, le plus important déjà, dans un premier temps, c'est d'accueillir en fait le récit, le vécu de chacun et de créer vraiment un espace qui permette à la personne de se sentir en sécurité. Ensuite, dans le travail en transgénérationnel, ce qui va être mis en lumière, c'est le fait qu'avant de prendre cette décision de se couper de sa famille, on la prend en fait en conscience, en retrouvant une paix intérieure. Donc faire la paix avec soi-même, faire la paix en fait avec la personne qui a l'initiative de la douleur, peu importe quelle qu'elle soit, faire la paix. Et il y a vraiment aussi cette notion-là de pardon. Ça, je l'avais appris avec une consoeur qui disait que quand on pardonne, en fait, le pardon, c'est prendre la part qu'on a donnée à l'autre. Et du coup, c'est vraiment revenir mettre ça aussi en soi. Et en fait, quand on fait ce chemin-là, et qu'une fois qu'on a fait ce processus, et que du coup on dit c'est en pleine conscience, en étant en paix avec moi-même, en étant en paix avec la personne, que je décide pour mon bien-être, pour mon intégrité, du coup, morale et physique, de couper les ponts. Mais là, c'est OK. Nathalie, Yema, je suis OK avec ce que vous dites, mais est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? Est-ce qu'il n'y a pas des fois des choses qui, c'est pas possible? Pour ma part, je dirais que oui, il faut pardonner. Il faut pardonner même l'impardonnable. D'ailleurs, il faut surtout se dire que tu ne pardonnes pas pour la personne qui t'a fait du mal. Tu pardonnes pour toi. Tu pardonnes pour te libérer de ce poids, de ce sentiment de haine, de colère, de déchirement que tu as en toi chaque fois que tu vas même ne serait-ce que penser à la personne et à ce que la personne t'a fait. Sans parler du fait de même croiser la personne physiquement pour essayer de changer de trottoir, ni quoi que pour éviter la personne. Tu te libères, tu te sens légère et tu commences à guérir, à vivre ta vie en fait. Parce que tant que tu gardes, d'ailleurs, il y a cette phrase communément utilisée qu'on dit ne pas pardonner, c'est comme consommer du poison et espérer que ton ennemi en meure en fait. Non, c'est pas l'ennemi qui va mourir, c'est toi que tu es en train de t'intoxiquer avec la haine, avec la colère, avec la rancœur, avec l'amertume, avec toutes ces choses négatives qui te détruisent. Donc pour moi, oui, il faut pardonner. Et d'ailleurs, la Bible nous le recommande. La Bible nous le dit, il faut pardonner 77 times 7 times in a day. Forgive, so that you can be forgiven by the mighty God. Donc, on n'a pas besoin d'être face à la personne assise là pour lui dire je te pardonne. C'est une décision que je prends dans mon cœur, c'est ça? C'est pour moi, pour me libérer. Récupérer la part que j'avais donnée. Tout à fait. Et comme le disait Yema, en fait,
ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est que le ressenti qu'on a, par exemple la colère, la haine, etc., ce sont des émotions qui viennent aussi nous rappeler que nos limites, en fait, ont été franchies. Et l'une des réactions aussi à faire pour transcender ça, ben, c'est la notion de pardon. Et du coup, cette notion de pardon-là nous appelle aussi à mettre en place ben, du coup, un système dans lequel on va éviter de se retrouver dans des situations qui mettent en péril notre intégrité physique et morale. Voilà. Donc c'est aussi ce qu'on peut lire dans les émotions qu'on va ressentir, mais vraiment la notion de paix, de pardon et d'amour de soi, ben c'est ça en fait qui permet vraiment aussi ben de pouvoir guérir et pouvoir avancer sans être attaché et en fait et quelque part enchaîné en fait à cette histoire et pouvoir la transcender pour s'en libérer et se dire ben, je suis ici maintenant, c'est le présent, j'ai un futur à mener et chacun avec ben, ce qui peut l'accompagner dans ça. Tout à l'heure, Yema a parlé de la Bible, la foi ou autre en fonction de son système de croyance. Mais pour moi, c'est vraiment, ce sont ça les clés aussi. Nathalie, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir thérapeute? Alors, ce qui m'a amenée à être thérapeute, en fait, c'est aussi en fait, mon histoire personnelle. En fait, à un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte que ben, en fait, j'étais en train de reproduire un schéma familial au moment où, quand j'ai eu mon premier enfant, je me suis séparée du père de mon enfant. Ah, oui. Et donc, je me suis retrouvée en voyant que ben, ma mère m'avait élevée toute seule, ma grand-mère aussi. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose... C'était un cycle répétitif dans la famille, voilà, en fait. C'était un cycle répétitif. Et il y avait en fait aussi à ce moment de ma vie plein de choses qui se passaient où il y avait une remise en question de manière globale, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, où je ne me sentais pas forcément à ma place. Et c'est ce dont j'ai envie de témoigner aujourd'hui, c'est que quand on parle de transgénérationnel, en fait, il faut prendre conscience que dans son histoire familiale, oui, il y a des ressources en fait, qui peuvent nous permettre aussi de retrouver notre voie professionnelle, pour mon cas, parce que je suis partie de la banque pour devenir thérapeute et aussi organiser des événements parce que j'aime rassembler, j'aime cette notion de paix et d'amour, des valeurs qui m'ont été transmises du coup par ma famille. Et en même temps aussi de pouvoir guérir aussi cette part-là de la relation à l'homme, de la notion de prendre sa place dans un foyer et aussi de pouvoir être une femme et pas que celle qui va prendre soin des autres et s'oublier complètement. Oui, oui, oui. En effet, il faut surtout se rappeler que en fait, l'héritage, tout ce qu'on a hérité de nos familles n'est pas forcément négatif. Très souvent, il y a même des points très positifs. On va parler peut-être de la malédiction transgénérationnelle, mais il y a aussi des bénédictions transgénérationnelles. Il faut se le dire aussi. Il faut se le dire. Pour ma part, je vois ce que tu es en train de dire. Pour ma part, c'est que je vois dans ma vie. D'ailleurs, je suis dans ce processus en tant que mère de transmission, cette transmission qui est d'ailleurs my purpose today. Je vois très bien quelque chose que je peux vraiment mettre le doigt dessus comme étant ce que j'ai hérité de ma mère et de ma grand-mère. Ça, c'est cette femme forte, cette femme qui ne se laisse pas écraser en douceur. C'est pas la guerre, on le fait en douceur, mais on se le fait. Et effectivement, ça, je vois que je transmets ça à mes filles. Est-ce que c'est forcément bien ou c'est pas bien? Ça dépend de chacun. Pour ma part, je trouve que c'est bien. Tant que ce n'est pas en train de me faire perdre mes valeurs, je suis cette femme forte, on ne pleure pas, on est fort, on tombe, on se relève et on continue à avancer. Et ça, c'est quelque chose qui vient de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et tout ça. Et ça court comme ça dans notre famille. Et aujourd'hui, j'observe mes filles et je vois, elles ont ce caractère-là. C'est un trait de caractère qui vient de moi, que je reconnais en eux. Et franchement, il faut se le dire en fait, quoi. Tout à fait. En fait, le transgénérationnel, c'est de prendre conscience des héritages et de les honorer en fait de la plus belle des manières en gardant
ce qu'il y a à garder, parce qu'il y a beaucoup de belles choses à garder. Exactement. Les combats que les femmes de notre famille ont menés avant nous, leur force, leur résilience, etc. Ben ça, c'est quelque chose en fait qu'on va garder. Et après, il y a les autres choses en fait qu'on va pouvoir travailler, mais en les remerciant, parce que si on est là, c'est parce qu'elles ont été là avant nous. En fait. Exactement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est libérer de ce qu'on ne veut pas, de ce qui nous fait du mal, et conserver ce qui est bien, ce qu'on a hérité qui est bien. Tout à fait. Comme être celle ou celui qui va venir briser cette malédiction-là en disant, voilà, cette partie-ci, ça ne nous fait pas du bien et ça s'arrête avec moi, oui, en fait. Tout à fait. Et comme tu le disais aussi tu parles de ton héritage familial et la notion de transmission que tu portes aussi aujourd'hui. Cette notion-là, elle est vraiment importante pour les femmes. Et toi, tu le fais au travers du podcast. Moi, je le fais aussi. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion de te recevoir à Toulouse dans le cadre de rencontres de femmes où il est important en fait qu'on se réunisse pour avoir aussi ces parcours de transmission. Parce que ce n'est pas que en lien avec nos mamans ou notre lignée, c'est aussi d'autres femmes comme tu le fais aujourd'hui. Les femmes, en fait, quoi. Et au niveau intergénérationnel, parce que écouter ton parcours aujourd'hui m'apporte en fait de l'avance sur mon parcours de femme. Merci. Aussi. Donc, et c'est ça qui est vraiment aussi pour moi important pour les femmes que nous sommes, de pouvoir se retrouver comme ça de manière intergénérationnelle pour apprendre les unes des autres et grandir ensemble. Très bien, super. Alors Nathalie, s'il te plaît, pour les gens qui nous écoutent, qui ont probablement identifié des cycles répétitifs dans leur vie, qui aimeraient comprendre d'où ça vient et le pourquoi de ces gestes ou de ces cycles répétitifs, qu'est-ce que tu as comme tips, comme ressources à leur communiquer? Alors, ce que je peux partager aujourd'hui, parce que ta question vient aussi soulever le fait que tout le monde n'est pas aujourd'hui prêt à faire de la thérapie, parce que pour différentes raisons. Donc, en fait, là où chacun peut déjà commencer, c'est quand on a identifié une problématique et qu'on se prend conscience qu'elle s'intègre en fait dans un schéma familial répétitif, ça va être déjà de dialoguer en fait avec son parent. Sûr. Pour comprendre l'histoire et du coup orienter en fait ce dialogue-là en lien avec la problématique qu'on a pu identifier. Alors c'est pas toujours évident d'avoir un dialogue ouvert avec son parent, mais il y a toujours en fait autour dans la famille une tante, quelqu'un qui va pouvoir en fait déjà répondre à ces questions-là. Après il y a le fait aussi de se dire que la personne qu'on est, le nom ou le prénom qu'on porte en fait, ça porte aussi une histoire. Donc demander pourquoi ce nom-là nous a été donné, le prénom, aller chercher la signification de ce que ça veut dire. Et en général, ça vient souvent nous permettre de pouvoir comprendre aussi qui on est, comment on fonctionne, etc. Ensuite, il y a le fait aussi de pouvoir regarder ce que font les personnes de notre famille, comme on en avait parlé. Il y a aussi cette notion-là de ressources, en fait, qui vient parfois se mettre en lumière dans l'histoire de notre famille. Donc, il y a ça. Et après, il y a aussi le fait de vraiment questionner sur le parcours de vie et même la grossesse aussi. D'accord. Quand notre maman était enceinte de nous, quel était son état émotionnel, dans quel cadre, etc. Parce que tout ça, en fait, vient impacter, influencer la personne qu'on est. Donc déjà, rien qu'avec ces éléments-là, ça permet vraiment de pouvoir aussi se situer, mieux se connaître et comprendre du coup ce qui a pu se jouer avant de pouvoir aller sur une démarche thérapeutique plus longue et plus creusée. Donc, en quelque sorte, pour comprendre d'où ça vient, il faut connaître sa famille, en fait. Voilà. Il faut connaître sa famille. Voilà, on en revient à ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est-à-dire que pour comprendre qui on est, comprendre en fait aussi l'héritage, que ce soit positif ou négatif, enfin négatif, on va parler de blessures et autres, en fait,
ce sera vraiment important d'aller essayer d'avoir beaucoup d'éléments sur son histoire familiale, de comprendre en fait les personnes qui étaient là avant nous, ce qu'elles ont vécu et qu'est-ce qu'elles ont pu nous transmettre. Et la méthode des 5 questions, peux-tu nous en parler? Alors la méthode des 5 questions, c'est vraiment 5 questions simples qu'on peut se poser pour déjà identifier en fait si on rentre dans un schéma répétitif. Donc ces 5 questions-là, c'est en quoi je ressemble à ma mère ou à mon père. Donc identifier ça de manière générale. Donc on va pouvoir lister. Et là, ça rentre aussi dans une identification qui n'est pas à vocation de dire il y a du positif et il y a du négatif. Parce que c'est ce qui est important aussi sur le message qu'on passe aujourd'hui. En quoi je me différencie. En quoi je me différencie du parcours de mes ancêtres. En quoi, en fait, dans la problématique que j'ai aujourd'hui, j'identifie qu'elle est dans un schéma de reproduction avec les personnes qui m'ont précédé. De ma famille. Donc, il y a cette troisième question qu'on va se poser. Et enfin, une autre, en fait, où on va plutôt identifier les forces. Et moi, j'aime à faire cette question-là parce que pour avancer, il est important d'avoir conscience que, avant de dire « Ah, il y a des blessures et tout », qu'on a de la force en fait en soi. Et donc revenir à cette énergie-là qui va nous permettre en fait de pouvoir avoir les ressources pour aller au plus profond de ce qu'on va aller découvrir parfois dans sa famille. Et enfin, la 5e question, là, c'est plus orienté vers soi, c'est vraiment savoir en fait qu'est-ce qu'on veut incarner en fait. Ok. Voilà. Merci beaucoup Nathalie pour ces 5 questions. Et d'ailleurs, tu nous as donné quelques recommandations pour des ouvrages pour ceux qui aimeraient aller plus loin. Il y a par exemple l'ouvrage « Cette douleur n'est pas la mienne ». Oui, tout à fait. Alors c'est un ouvrage en fait qui permet de prendre conscience de l'héritage aussi émotionnel que l'on porte parfois, mais qui n'est pas de notre fait en fait, mais vraiment du vécu de nos ancêtres. Et pour débuter sur creuser la question, c'est vraiment un très très bon livre que je vous recommande. Très bien. Tu nous recommandes également un podcast Afro Mental Health. Oui, alors du coup tout à l'heure on avait évoqué la question des communautés par rapport à l'approche transgénérationnelle, et donc là ça va être un podcast qui est plutôt orienté du coup sur la communauté noire par rapport à la notion de santé mentale. Et d'ailleurs parlant de la communauté noire, il y a ce livre de Jessica Gallant intitulé « Le jour où les femmes noires commenceront à guérir ». Alors oui, cet ouvrage me tient particulièrement à cœur parce que je connais Jessica Gallant qui, au-delà d'avoir écrit ce livre, a aussi créé une plateforme qui s'appelle Happiness Therapy. Et c'est une plateforme en fait qui sensibilise à la santé mentale de manière globale, mais dans lequel on retrouve aussi un annuaire, dont je fais d'ailleurs partie, de thérapeutes qui vont avoir une approche inclusive et donc pouvoir accompagner les personnes, peu importe leur culture, religion, etc. Et dans ce livre, en fait, il y a vraiment abordé la notion de guérison de la femme du coup noir dans sa globalité. Il y a transgénérationnel, avec aussi vraiment l'alimentation, enfin toute une approche globale de la guérison. On va plus loin que seulement les Oui. Super. C'est un très beau livre. Je l'ai lu également et j'ai surtout j'ai retenu plusieurs citations, mais notamment celle-ci qui parle vraiment à mon cœur. Et elle dit « Nous avons appris à être fortes pour survivre. Aujourd'hui, nous apprenons à guérir pour vivre. » Oui. On arrive à la fin de notre si bel échange, mesdames. Est-ce que l'une de vous a un mot de conclusion, peut-être? Oui, comme mot de la fin, moi je dirais « Nous sommes peut-être faites de ceux qui nous ont précédés, de leur force et de leur douleur, mais nous ne sommes pas obligés de répéter leur histoire. » Alors, ma phrase de conclusion serait que le travail, ce n'est pas d'arracher l'arbre, mais de soigner les racines pour que le fruit soit différent. Waouh, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi ton actualité?
Alors, on peut me suivre sur les différents réseaux, donc sur Instagram. Ma page, c'est Investir en vous. Sur TikTok aussi, j'arrive. Et ensuite, mon actualité, c'est que je lance donc les rencontres du féminin. Et la première aura lieu le 8 mars. Et on va parler de l'amour de soi, justement, dans cette notion-là de guérison du féminin. Et ça sera une série de rencontres. Donc, vous avez toutes les informations quand vous venez sur ma page. C'est sur Toulouse. Alors, je me suis déplacée aujourd'hui pour honorer l'invitation de Yema à Paris. Mais on me trouve sur Toulouse où je reçois en physique, mais je travaille aussi en visio et notamment partout sur les personnes un peu partout en France et aussi à l'étranger. Super. Merci. Au plaisir de te revoir. Merci, avec plaisir aussi. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Yema. Cet échange était vraiment instructif et chargé d'émotions. Je me suis reconnue dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et pour ça, je vous dis merci. Eh bien, tant mieux. Et c'est vrai qu'on a beaucoup appris grâce à Nathalie. Et quant à vous, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans cet épisode? Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui aurait particulièrement besoin d'écouter cet épisode? Taguez cette personne-là dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de partager et surtout abonnez-vous pour ne rien rater. Merci beaucoup Nathalie. Franchement, c'était super. Merci. Merci à toi de m'avoir invité Yema sur cet épisode. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui. N'oubliez pas que parfois il suffit d'un mot, d'un geste ou d'une main tendue pour tout commencer ou recommencer. C'était Martaché, votre Yema préférée. Et je vous dis à bientôt.